Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous, cette semaine je suis ravie d'accueillir Gwenaëlle Percio, psychologue, pour son livre « Couper des autres, couper de soi » quand la distance affective cache des blessures d'attachement. Gwenaëlle, j'ai envie de te poser plein de questions. La première des choses, c'est est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu pourrais expliquer, selon toi, la différence entre la déprime et la dépression ? Ok, on part direct dans le sujet, Audrey. Hein, pas de petites questions. Je pense que c'est intéressant parce que justement, couper des autres, couper de soi, est-ce que c'est finalement une forme de déprime, une forme de dépression ? Et avant d'entamer ce sujet, je trouvais ça intéressant de voir la différence de qu'est-ce que c'est finalement, est-ce que je suis déprimée ou est-ce que finalement, sans le savoir, je suis en dépression ? On a tous des moments où on est déprimé. Hein, il suffit, tu vois, de cumuler plusieurs nuits un peu pourries. Si tu as les hormones qui se mettent dessus, qu'il y a 2-3 trucs qui te préoccupent, il y a de quoi, parfois, tu vois, être un peu en mode blues. C'est-à-dire un petit mode déprime dans le sens où on a du mal à se motiver, tout est un peu lourd, on a moins de joie pour faire des choses quotidiennes. Ça, on va dire que c'est un petit moment de déprime. Et on en a tous, c'est normal. Une dépression, déjà, c'est un terme médical qui est utilisé normalement à bon escient uniquement par un médecin ou un professionnel qui a les capacités de l'identifier. C'est quelque chose qui est une intensité bien supérieure. Quand on est en dépression, c'est que nos capacités psychiques, à un moment, sont vraiment submergées et qu'on n'arrive plus à faire face. Mais c'est pas juste faire face pendant quelques heures, hein, c'est ne plus faire face pendant des jours, souvent plutôt des semaines et voire des mois en fait. Et concrètement, une dépression, ça se manifeste par un arrêt ou en tout cas un ralentissement très fort de la pensée et de la motricité. Donc on dit souvent que quand la dépression arrive en nous, quand elle s'installe, vraiment on n'arrive plus à se lever du tout. Hein, on n'arrive plus à aller bosser, on n'arrive plus à emmener ses gamins. Notre cerveau, c'est comme s'il était extrêmement ralenti, qu'on n'arrive plus à penser droit, soit c'est le grand blanc, soit c'est les pensées anxieuses qui tournent en boucle. Et dans les deux cas, en fait, tu n'as plus accès à un cerveau pensant. Et une dépression, tu vas pas t'en sortir juste en allant au ciné, en sortant ou en parlant avec quelqu'un quelques heures. Hein. Une vraie dépression, c'est quelque chose qui est préoccupant, donc qui s'installe dans le temps, je l'ai dit, et puis qui souvent va nécessiter un accompagnement professionnel, de l'écoute, la compréhension de d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que ça dure aussi, parfois des médicaments, hein, parfois malheureusement c'est indispensable pour retrouver un minimum d'énergie au début, etc. Donc, autant la déprime, on l'est tous. La dépression, tout le monde n'a pas un épisode dépressif dans sa vie. Les chiffres disent que c'est 1 Français sur 5 qui aura une dépression dans sa vie. Donc, c'est déjà beaucoup quand même. Hein. 1 Français sur 5, ça veut dire que on connaît tous quelqu'un qui a vécu une vraie dépression dans sa vie, voire nous-mêmes. Et c'est un chiffre qui, malheureusement, est plutôt en augmentation puisque les chiffres de Santé publique France, hein, qui sont les bases, quoi, les consolidations des données, montre qu'en 2020, 2021 et 2022, c'est plus 1 sur 5, c'est 2 sur 5. Hein. Donc ça, c'est aussi l'effet de la manière dont on a géré la crise, hein, avec l'isolement social, etc., qui a majoré énormément ces troubles psychiques. La question aussi, c'est est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui font qu'on est sur le terrain d'une dépression ? Est-ce qu'on peut, ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce qu'on peut sentir que ça arrive et la contrer avant de tomber en dépression ? Oui, bien sûr qu'il y a des signes, des signes avant-coureurs, hein, comme tu le dis. Il y a aussi des terrains, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles de faire des dépressions que d'autres.
En gros, on a tous un terrain qui peut être soit un terrain dépressif, soit un terrain anxieux. Hein. Moi, j'appelle ça les polarités. Et c'est souvent lié à notre tempérament et puis aussi aux circonstances d'arrivée dans notre monde à la naissance, selon moi. Et on va plutôt décompenser, c'est le mot qu'on utilise, soit sur un versant anxieux ou un versant dépressif. Par exemple, tu as des gens qui font jamais de dépression, mais par contre, ils font des crises d'angoisse. Et l'inverse, les gens, ils n'ont jamais des troubles anxieux, mais alors eux, ils vont cumuler des moments un peu de pré-dépression, voire des dépressions. Et les signes avant-coureurs, ça peut être la déprime. Tu vois, que tu citais au tout début, hein, quelqu'un qui, c'est pas encore franchement une dépression, mais tu sens que tout rame un peu, que tout est un peu poussif, qu'il y a moins d'envie, que on sort plus trop alors que tous les copains sortent. Tu vois, on n'est pas encore dans quelque chose qui serait de l'ordre d'un diagnostic de dépression, mais quand même, hein, la personne, elle est en train un petit peu de changer. Ça, par exemple, ça peut être des signes. Ce qui peut être des signes aussi, c'est, de tous ces signes-là, on va dire, je vais plutôt le dire comme ça, le signe majeur pour moi, c'est l'isolement social. Les personnes qui commencent à couper les liens, en fait, hein, à couper les liens avec les autres, avec eux-mêmes, et qui du coup, se mettent un peu dans leur grotte, tu vois. Donc, si ça dure pas, bon, c'est rien, enfin, c'est rien. Tout, si ça se répète pas trop, c'est juste des passages. Mais si ça commence à s'installer et que la personne, par exemple, elle en vient à plus pouvoir aller travailler, à plus pouvoir, vraiment, elle voit plus du tout les copains depuis des semaines, là, il y a de quoi s'inquiéter. Et l'entourage doit s'en inquiéter. Doit dire, qu'est-ce qui se passe? On t'a pas vu depuis des semaines, il paraît que t'arrives plus à aller au boulot, moi, je te trouve un peu maussade, je vois moins le sourire sur ton visage, etc. Et d'en parler, en fait. D'en parler, c'est quand même une clé première pour se rendre compte qu'effectivement, parce que parfois on ne voit pas soi-même, hein, on se voit pas des fois partir, tu vois, donc comme dans un toboggan, quoi. Et se dire, bah ouais, elle a raison, qu'est-ce qui se passe? Et puis peut-être je vais aller voir un médecin généraliste pour commencer, c'est pas mal ça, d'avoir un avis, tu vois, d'un médecin qui est très pro. Et puis si ça suffit pas, bah faut peut-être aller voir un thérapeute, hein, peut-être. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'avais envie de commencer par ce sujet vif. Mais je crois que quand nous, effectivement, sommeil, c'est ce questionnement de bon, je vais pas très bien, et on entend parler parfois de dépression, de terrain anxieux, de crise d'angoisse, de choses comme ça. À quel moment, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et je les ai pas vues venir. J'ai pas du tout vu ça arriver du jour au lendemain et j'ai pas vu que j'étais sur un terrain anxieux. J'ai pas vu de signes avant-coureurs du tout. Même encore aujourd'hui, je saurais pas si voilà, bon si peut-être, mais il m'arrive d'autres choses dans la vie et c'est pas pour autant que je fais des crises d'angoisse, tu vois. Il y a plein de gens à qui il arrive des choses et on fait pas pour autant des crises d'angoisse. Et je trouve ça intéressant de tu vois d'aborder ce genre de sujet pour que peut-être une personne qui entende puisse se dire bah tiens, c'est vrai que j'ai un copain qui est comme ça là en ce moment, ou même moi-même je sens que ça s'installe et que j'ai plus envie de voir les gens en fait. Oui. Et je trouve aussi que ça rejoint finalement le sujet de ce livre dont j'avais vraiment envie qu'on parle, c'était que finalement commencer à se couper des autres et se couper de soi. Oui, alors le sujet du livre, hein, c'est pas spécifiquement la dépression, c'est plutôt Non, pas du tout. un mode d'être, de fonctionner que j'appelle donc l'attachement évitant, enfin qu'on appelle l'attachement évitant, qui se caractérise par une distanciation émotionnelle et relationnelle pour se protéger. Hein, c'est le sous-titre d'ailleurs, tu l'as lu tout à l'heure. Qui peut aboutir à une dépression ou pas. Mais il y a un certain nombre de personnes, hein, ça serait autour de 25% de la population quand même, qui fonctionnent sur ce mode-là, couper des autres, couper de soi, attachement évitant. Souvent, ça a démarré dans l'enfance, hein, l'adolescence, puis ça s'est poursuivi à l'âge adulte, parce que c'était une manière de faire avec des émotions qui étaient trop douloureuses, et surtout qui n'étaient pas accueillies quand j'ai été enfant, quand j'étais ado, donc j'ai pas appris. J'ai pas appris à accueillir mes émotions, et ni celles des autres. Et j'ai plutôt appris l'inverse, c'est-à-dire à refouler, à ne pas sentir, à me déconnecter. Le problème de ça, c'est que même si ça protège à un certain niveau, à un moment, ça fait plus de dommages que de protection, puisque tu vas en fait avoir tendance après à t'isoler dès que ça va pas bien, par exemple. Hein, si par exemple tu vis des choses difficiles, que ce soit dans ta vie individuelle ou la société, hein, ne pas demander de l'aide.
Et ça, c'est une croyance d'évitant de se dire je vais y arriver seul. Mais c'est assez faux en fait. Il y a des choses qu'on peut régler seul, mais quand la difficulté est trop importante, seul on n'y arrive pas. C'est pas pour rien qu'on est des animaux grégaires. C'est pas pour rien qu'on vit depuis la nuit des temps en meute, en tribu. La première tribu c'est le couple, après c'est la famille, après c'est le village, etc. On a beaucoup perdu ça dans notre société, ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien d'ailleurs. Mais on a besoin des autres. Et j'ai écrit ce bouquin pour que des personnes puissent se reconnaître dans cette façon de fonctionner, à nouveau qui n'est pas une maladie, c'est une façon d'être coupée, qui peut paraître fonctionnelle à plein d'endroits, qui l'est, mais qui a des limites. Et à un moment, en fait, typiquement vers le milieu de vie, crise de milieu de vie, on se dit, mais en fait, ma femme a raison, c'est quand même pas normal que je pleure jamais, mes enfants ont raison, c'est pas normal que je crie avant de parler, etc. Et de se rendre compte que notre manière de fonctionner, peut-être qu'elle a atteint ses limites, qu'il serait temps d'assouplir un peu ça pour se reconnecter à soi et aux autres. Oui, en fait, c'était aussi ma question justement d'après. J'avais envie qu'on aborde la dépression parce que je voulais qu'on comprenne que finalement, se couper des soi et se couper des autres, c'est pas forcément une dépression et de bien faire la différence. Ça peut être une manière de fonctionner. Et ma question, mais du coup, tu y as déjà répondu, c'est est-ce que se couper des autres et se couper de soi est-il une forme de dépression ou plutôt de dissociation ? Alors, ça peut aboutir à une dépression, mais on va dire ça, c'est quand vraiment, quelque part, ça tourne mal, quand la personne s'est tellement enfermée, et puis les problèmes ont continué à pleuvoir sur elle, qu'à un moment, ça peut tomber en dépression. Mais bien avant ça, effectivement, c'est une dissociation, c'est exactement le terme. Et la dissociation, si on doit résumer, c'est un fonctionnement qu'on a tous, on est équipé en nous pour, à certains moments, se dissocier. C'est très utile quand on vit quelque chose de trop difficile par rapport à nos capacités du présent. Par exemple, si je suis un enfant et que papa et maman se crient dessus à longueur de journée, c'est insupportable, parce que c'est les deux êtres qui comptent le plus pour moi, dont je suis aussi dépendant pour ma survie. Et ces deux êtres se déchirent, voire peut-être même se tapent dessus. Et moi, je suis enfant, je suis témoin de ça. Pour survivre à ça, et je suis obligée de me dissocier. Je suis obligée alors c'est évidemment pas conscient, tout ça est totalement inconscient, de débrancher un peu l'appareil de connexion émotionnelle, on va dire, qui est à l'intérieur de moi, et être dans une forme de flottement où j'entends, je vois, mais ça n'entre pas à l'intérieur de moi. C'est comme si ça passait au-dessus. Et c'est ça qu'on appelle la dissociation. Donc là, c'est un exemple, par exemple, d'une enfance au milieu des cris, mais tu as ça aussi quand tu vis, par exemple, un événement précis dans le temps qui est trop difficile. Par exemple, un accident de voiture. Très souvent, les personnes ont des trous, en fait, des amnésies. Ils se souviennent, par exemple, ils se souviennent des phares du camion dans le rétroviseur, et après, ils se souviennent plus de rien. Et le moment d'après, c'est quand ils sont dans l'ambulance qui les conduit à l'hôpital. Donc, il manque un bout. Ça, c'est de la dissociation. C'est que à ce moment-là, c'était tellement terrible, on a eu peur de mourir, vraisemblablement, qu'il y a cet automatisme à l'intérieur de nous qui est bien compris aujourd'hui par les neurosciences, qui fait que on se coupe de nos émotions, de nos ressentis, et voire même on peut ne plus en garder la trace dans notre mémoire. Donc tous les événements adverses de notre vie ne vont pas générer la dissociation. Évidemment, on va déjà, ça va pas générer l'amnésie. On peut se souvenir très bien d'un événement, mais pas avoir d'émotion. Donc là, c'est un peu entre les deux. Je me souviens, mais par contre, je me souviens plus de l'émotion. Donc c'est une dissociation quand même, mais pas aussi grave que l'amnésie. Et puis après, selon la manière dont on s'est structuré, eh bien, on va être plus ou moins capable de supporter la charge émotionnelle de l'événement. Par exemple, si j'ai eu des parents plutôt sécurisants, qui m'ont écouté, qui m'ont plutôt accompagné dans la découverte de mes émotions et la régulation de mes émotions, et que je vis un événement difficile, comme, je sais pas, par exemple, le décès d'un grand-parent, ce qui est assez classique, eh bien, si j'ai été bien accompagnée par mes parents, ça va me toucher. Je vais peut-être être, par exemple, très triste ou en colère ou autre, mais je vais pas me dissocier. Je vais ressentir les émotions. Et ça, c'est ce qu'on appelle un attachement sécure. C'est plutôt une bonne chose. Mais quand j'ai pas eu ça, eh bien, par exemple, si mon grand-père décède et que c'était quelqu'un de très important pour moi, et que j'ai déjà eu un peu l'habitude de me dissocier, eh bien, là, je vais souvent me dissocier à nouveau. Donc, par exemple, je vais peut-être me souvenir plus tard, si j'en reparle, de ce qui s'est passé ces jours-là, mais je ressens rien. Ça, c'est pas tout à fait normal, par exemple, de rien ressentir. C'est que je me suis dissociée à l'époque et que je le suis peut-être encore.
Et le grand objectif, quand on se reconnaît là-dedans, alors on est tous un peu dissociés, hein, évidemment, mais il y a des degrés. Les gens, ils sont très, très dissociés. Par exemple, même quand ils parlent quelque chose de difficile qui est en train de se produire, ils n'ont pas d'émotion. Donc, quand on se rend compte de ça, eh bien, l'important, c'est de se dire, OK, si je ressens pas complètement mes émotions, si je suis coupée de moi et coupée des autres, hein, parce que ça va avec, du coup, d'où ça vient? Qu'est-ce que j'ai vécu? Quelle a été ma construction psychologique? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et ce que je peux faire maintenant, bah, ça va être plein de choses, hein, le travail sur soi, parler un peu plus, même si c'est difficile au début, de ce que je ressens, aller plus dans le corps, etc. S'en occuper en tout cas, pas laisser les choses. Tu parlais de justement cette cause de cette rupture et de cette dissociation, et tu parlais souvent de l'enfance et de l'adolescence, avec un manque effectivement de sécurité, parfois trop, de parents qui étaient trop étouffants. Et le chaos, t'expliquais le chaos, là tu as donné l'exemple effectivement d'un accident, d'un choc, ça peut être effectivement de violence, de viol à répétition, etc. Et donc, c'était les trois. Alors, tu disais que bien entendu, il y en avait d'autres, tu parlais de ces trois majeurs, mais il y avait d'autres causes qui pouvaient expliquer. Et tu abordais une notion qui était très intéressante, c'est justement peut-être cette notion d'accompagnement. Mmh. Parce que de ma génération, et je ne sais pas encore dans notre génération si vraiment le fait d'être accompagné par un thérapeute et un psychologue est vraiment rentré. J'ai l'impression que ça arrive, mais peut-être pas tant que ça. Non pas voilà, que l'événement est arrivé, mais l'accompagnement justement dans le choc qui a été vécu, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir être accompagné dans ce choc en fait. Oui, en fait, c'est ça le plus important. En psychologie, et particulièrement dans la prise en charge du traumatisme psychologique, on sait que ce qui fait trauma, ce qui va traumatiser les gens, comme on dit couramment, c'est pas tant l'événement lui-même, c'est les circonstances de l'événement. C'est-à-dire que ce qui va me toucher dans ma psyché, hein, profondément dans mon corps, dans mes pensées, dans mes émotions, c'est pas l'événement en soi, par exemple, c'est pas l'accident de voiture, c'est est-ce qu'il y a eu quelqu'un, surtout après, pour m'accompagner là-dedans. Est-ce qu'il y a eu une main, est-ce qu'il y a eu des bras qui m'ont réconforté, est-ce qu'il y a eu des oreilles qui m'ont écouté, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu m'aider à reformuler, à comprendre ce qui m'était arrivé. En fait, hein, donc c'est vraiment l'autre. Hein, c'est l'autre en fait qui soit permet d'intégrer un événement traumatique, et dans ce cas-là, bah, ça ne fera pas traumatique justement. Hein, ou à l'inverse, si cet autre n'est pas là, ou si il a été à côté de la plaque, si par exemple, plutôt que de me réconforter, on m'a crié dessus, hein, ou on m'a dit que c'était ma faute, là évidemment, c'est ça qui va faire que je vais être traumatisée à la fin. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple qui est un peu cash, mais c'est pour être très clair. Un des plus grands traumatismes qu'on puisse vivre, c'est les agressions sexuelles, hein, le viol. Tout le monde sera traumatisé par une agression sexuelle, ce qui est logique puisque c'est une infraction du corps, hein, c'est un traumatisme dans notre chair. Donc tout le monde le sera. Mais par contre, ça peut être très très traumatisant et modérément traumatisant, on va dire. Ce qui va être extrêmement grave, c'est si la personne n'en parle à personne. Et parfois pendant des années. Et c'est ce qui arrive assez souvent. Hein. Moi qui travaille 10 ans en psychiatrie, il y a des gens qui vont révéler des abus sexuels de l'enfance, l'adolescence ou même à l'âge adulte, parfois des années, des décennies après, et parfois même jamais. Ça, c'est terrible parce que le traumatisme, il reste en l'état. C'est comme quelque chose de brut, de terrible, hein, qui est au fond de ma psyché, de mon corps, qui reste, c'est une bombe, en fait, qui continue à irradier à l'intérieur de moi. Si par contre, imaginons, je suis une jeune fille d'une vingtaine d'années, et puis je me trouve à un moment dans une rue où j'aurais pas dû être, et puis il se trouve que je me fasse agresser sexuellement. Évidemment, c'est un drame. Mais si je peux tout de suite, après, aller à la police, par exemple, porter plainte, aller à l'hôpital, et puis je tombe sur quelqu'un qui va m'écouter, j'appelle mes figures d'attachement principales, à savoir un compagnon, une compagne, mes meilleurs amis, peut-être encore mes parents si je suis jeune, etc. Et qu'il y a tout de suite quelqu'un qui est là auprès de moi, qui m'aide à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, à mettre des mots notamment sur la dissociation, hein, parce que quand tu vis une agression sexuelle, tu te dissocies, tu sors de ton corps. On appelle ça la dépersonnalisation, c'est normal.
mais qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne là-dedans, puis qui va m'expliquer que c'est normal que, par exemple, j'ai pas pu fuir, j'ai pas pu combattre parce que j'étais sidérée et dissociée, que tout ça, c'est tout à fait logique et que j'ai une réaction normale dans un contexte anormal. Bref, de l'accompagnement qui est bienveillant, eh bien, la personne gardera une trace dans son corps, ça c'est sûr, mais ça sera beaucoup moins toxique que le premier cas. C'est quelqu'un, par exemple, qui pourra peu à peu retrouver de la confiance dans les hommes, par exemple, si elle a été violée par un homme. Alors que dans le premier cas, ça peut être des gens qui vont s'éloigner pour toujours, entre guillemets, par exemple, de la relation amoureuse. Donc, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a eu quelqu'un et surtout juste après. Ça fait toute la différence. Merci beaucoup. Et du coup, être en capacité d'en parler aussi. Oui. Parce que je pense à ça, je pense aussi aux violences conjugales. On est sur un podcast qui est cash. Il peut avoir, et on parle justement, on est dans une société où tu expliquais la difficulté de cette société où on ne montre pas ses émotions. Et j'ai envie d'aller plus loin, on ne se montre pas comme le maillon faible. Et du coup, on peut avoir une forme de culpabilité, de se sentir finalement à l'écart de la société, de plus être dans la norme, d'avoir aussi parfois une once de culpabilité. J'aurais pas dû être dans cette rue, j'aurais pas dû épouser cette personne. Et donc, d'avoir vraiment quelque chose qui est l'ordre où on se sent finalement... à côté de la société, avec une forme de honte qui est tellement sévère qu'il y a une complexité aussi à en parler. Et puis qu'en plus, on n'est pas forcément écouté. Et donc, par la police, parce qu'il faut des preuves. Bref, mais je crois qu'il y a vraiment un gros sujet là-dessus où, de toute façon, la figure qui est censée nous protéger, à savoir la loi, elle est assez complexe, elle ne fait pas toujours son travail. Donc à partir de ce moment-là, du coup, j'ai l'impression de devenir féministe, mais vraiment, je le vois beaucoup, et j'en ai aussi beaucoup, j'ai côtoyé aussi des personnes qui étaient concernées par ça, de voir à quel point la justice est lente, à quel point la police ne peut pas faire son job comme elle devrait, et que du coup, quelle est... Entre le fait qu'on est peut-être potentiellement un peu dissocié, que c'est quelque chose qui va nous pousser à nous dissocier encore plus parce qu'on a cette forme de honte, et le fait que l'on n'est pas forcément accompagné comme il serait. Oui. Et oui, c'est complexe. Tu vois ce que je veux dire ? Et oui, ce que tu évoques, c'est que il est important de pouvoir informer les personnes, par exemple de la dissociation, des mécanismes de la dissociation, pour qu'il y ait une déculpabilisation. Parce que c'est un peu la double peine, en fait, parfois. Je crois que c'est ça que tu évoques, c'est que si, par exemple, je vis la violence conjugale, donc déjà, j'ai le premier niveau de souffrance qui est ce que je vis au quotidien dans mon couple, où je suis pas respectée, abusée, maltraitée. Et puis en plus, je vais pas oser en parler parce que mes parents, ils s'imaginent pas une seconde, par exemple, que l'homme que j'ai épousé, c'est un docteur Jekyll et Mr Hyde, qu'il faut que je donne bonne apparence, que je peux pas en parler non plus à mes amis parce que c'est pareil, elles s'imaginent pas ça non plus. Puis si j'allais en parler à un flic, il risquerait de me prendre à la légère, etc. Tout ça, c'est en fait une forme de croyances limitantes sur ce que les autres vont penser et sur ce que la société va penser aussi et réagir. Mais c'est aussi basé sur la réalité. Tu as raison de dire qu'aujourd'hui, dans les commissariats, il n'y a pas tant d'agents qui sont formés à ça. Et il y a encore, et c'est très malheureux qu'en 2023 ça existe encore, tu peux avoir par exemple des gens qui déposent plainte pour de la violence conjugale, et un policier en face qui te dit mais madame, vous avez qu'à partir, ou non mais ce que vous me dites là c'est pas si grave, ou s'il fait ça, qu'est-ce qui fait que vous débattez pas, que vous n'agissez pas. Mais en fait c'est une ignorance on peut comprendre si on leur a jamais expliqué. Comment veux-tu qu'ils sachent des mécanismes de dissociation qui fait que cette pauvre dame, elle a peut-être mis 10 ans à en parler, et que là, elle en parle aussi d'une manière très agitée où du coup, on a du mal à la suivre, elle est confuse dans ses mots, elle est incohérente peut-être dans son discours, ce que fait la dissociation. Et du coup, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui est pris à nouveau dans ces mécanismes de dissociation face à quelqu'un qui ignore tout ça, et effectivement, ça peut que empirer. Là, il y a beaucoup à faire. Il y a une psychiatre qui s'appelle Dr Muriel Salmona
qui est une spécialiste du psychotraumatisme et qui explique ça, les phénomènes de dissociation, que ce soit dans les commissariats, mais aussi dans la justice, auprès des magistrats, etc., pour qu'on puisse accueillir beaucoup mieux les victimes, qu'elles puissent du coup être beaucoup mieux défendues, et puis aussi qu'elles puissent oser la parole. Donc là, c'est un grand champ, mais ça progresse quand même. Hein. Moi, j'ai un ami proche qui a déposé plainte il n'y a pas longtemps pour une agression sexuelle. Eh bien, il est tombé sur un agent des forces de l'ordre, comme on dit, et qui était très compréhensif, non jugeant, bienveillant, qui a une bonne attitude. Donc, j'étais content d'entendre ça. Ça bouge un peu. Ah, super. On va revenir à des sujets un petit peu plus légers. De façon générale, couper des autres, couper de soi. Finalement, ça se matérialise comment dans la vie de tous les jours pour quelqu'un qui a une tendance à cette dissociation, mais pas de façon excessive. Et qu'est-ce que ça peut lui engendrer? Qu'est-ce qui le pousserait finalement à faire quelque chose et à bosser sur lui? Ouais. Ça changerait quoi pour lui? Eh ben, d'une manière quotidienne, hein, c'est des personnes qui sont donc loin de leurs émotions. Et du coup, qui vont plutôt se protéger des émotions des autres aussi, normal. Hein. Donc dans le couple, par exemple, c'est là où ça se manifeste souvent le plus fortement. Parce que ça peut être des personnes qui extérieurement peuvent te sembler, on va dire, plutôt sociables, hein, c'est pas forcément des ermites, hein. Mais dans leur couple, par exemple, ils disent jamais je t'aime. Ils disent pas leurs émotions. Ils vont s'énerver dès qu'il y a un problème parce qu'ils n'arrivent pas à réguler, par exemple, leur colère. Hein. Ou si une tension arrive, ils vont plutôt s'en détourner, tu vois, aller faire du sport ou partir, etc. Donc ça crée des vrais problèmes dans le couple parce que l'autre peut se sentir abandonné, délaissé, et puis ça laisse place aussi à des grandes incompréhensions. Donc là où le terrain est le plus problématique, c'est dans la relation de couple. Ça peut être aussi dans la relation avec nos enfants. Hein, des enfants qui se sentent pas écoutés par leurs parents évitants parce qu'il y a cette dissociation, tu vois. Et ce qui va permettre de changer ça, c'est déjà d'en prendre conscience. De prendre conscience que je me suis protégée en me mettant sur ce mode-là pendant longtemps. Sauf que si je continue, par exemple, ma femme, elle risque de me quitter. Parce qu'à un moment, elle a décidé de s'engager avec moi pour qu'on vive des choses ensemble, pas qu'on soit des colocs, quoi. Tu vois? Donc, il y a ce risque-là. Je peux aussi perdre la relation avec mes enfants. Ça peut être mes amis aussi, qui à un moment se détournent de moi parce que de toute manière, j'appelle jamais, je suis pas trop là, J'écoute pas, etc. Donc, tu vois, quelque chose qui va peu à peu abîmer les liens. Et alors, sauf si je suis très, très évitant, parce que les grands évitants, ils peuvent être vraiment célibataires, pour le coup, en mode ermite. Mais c'est assez rare. Hein. La plupart des gens évitants n'ont pas vraiment envie de ça. Ils ont envie, en fait, d'être bien avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs amis. Ils ont envie que ça se passe bien, mais ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment parler d'eux. Ils savent pas dire je t'aime. Ils savent pas prendre quelqu'un dans les bras. Ils se sentent maladroits, etc. Donc, quand tu te rends compte que cette manière de fonctionner, elle t'en a marre en fait, t'as envie que ça change, ben déjà tu peux avancer vers une autre manière de fonctionner. Et le mieux, c'est déjà par la communication. Ce bouquin, par exemple, ou mes autres livres sur l'attachement, moi, je les ai écrits pour que les gens ils comprennent comment ils fonctionnent et qu'ils puissent ensuite en parler avec les premiers concernés, compagnons, compagnes, proches, tu vois, et que ça lève un peu les malentendus. Se dire, ok, en fait, c'est pas que tu m'aimes pas ou que tu es un handicapé de la parole si tu me parles jamais de tes sentiments. C'est juste que tu t'es construit sur un mode évitant dans l'enfant, dans l'adolescence, et que tu continues avec moi. Bon, maintenant on fait quoi? On en parle. Déjà on en parle, on se comprend mieux, on se juge pas. Et puis si c'est trop compliqué, parfois il faut aller voir un thérapeute aussi pour voir qu'est-ce que j'ai vécu, qui a fait que je me suis dissociée et que je suis encore un peu dissociée. Et bon, et dans les cas graves, c'est un accompagnement qui peut être un peu long, c'est sûr, c'est pas magique tout ça. Mais peu à peu, ça change. Peu à peu, on se sécurise, on tend vers ce qu'on appelle l'attachement sécure acquis, c'est-à-dire être plus capable d'avoir confiance dans l'autre, dans les émotions, dans le fait que la vie est une grande aventure, parfois difficile, mais qu'on peut la traverser, quoi, avec les émotions, qu'elles vont pas nous tuer, ces fameuses émotions. Oui, c'est parce que tout d'un coup, est-ce que ce serait pas aussi tout d'un coup la peur de se faire submerger par ses émotions
Et du coup, en se coupant d'elle, finalement, il y a une forme de protection automatique qui s'installe. Oh là là, c'est trop pour moi. Là, je sens que... Et du coup, je les mets à distance. C'est exactement ça. Hein, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un qui fonctionne sur un mode évitant. C'est « Ouh là là, ces émotions, j'en ai peur. Les miennes, celles des autres. » Donc, une manière de m'en protéger, qu'elles ne me submergent pas, comme tu dis, eh bien, c'est de ne pas les ressentir. Et c'est en ça que la dissociation a pu être aidant longtemps. Par exemple, l'exemple d'un enfant qui grandit dans une famille où ça crie tout le temps, bah, c'est pas mal de se couper tout ça, hein, pour pouvoir, par exemple, me concentrer quand même à l'école. Même si à la maison, ça crie tout le temps, au moins, quand je coupe mes émotions, j'arrive à peu près, hein, parce que évidemment, ça va quand même parasiter les apprentissages, mais à fonctionner à l'école ou autre. Tu vois, donc ça a été utile, mais à un moment, ça pose plus de problèmes que de bénéfices. Merci beaucoup. Tu abordes également la notion d'addiction comme forme de dissociation. Donc l'addiction au sport, au jeu et au travail. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont entrepreneurs ici. Et du coup, j'avais envie qu'on aborde ce sujet, de cette addiction à être débordé, de cette addiction à l'entrepreneuriat qui existe. Et d'aller fouiller un petit peu, de se dire, bon, est-ce que tous les entrepreneurs sont en dissociation ou pas? C'est la vraie question. Parce que il est vrai que l'entrepreneuriat te prend pas mal de temps. C'est un sacré challenge. T'as ton compte, donc tu gères tout. Et du coup, il peut avoir une forme de comparaison, il peut avoir plein de choses. Mais j'avais quand même, est-ce que tous les entrepreneurs ou 80% des entrepreneurs ont une tendance justement à cette addiction et donc à cette forme de dissociation? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que de mon observation, je pense qu'effectivement, majoritairement, dans le profil des entrepreneurs, tu as peut-être l'attachement évitant, ce qui est assez logique parce que quand tu es sur un mode plutôt anxieux, hein, ce qui est la polarité opposée aux évitants, être entrepreneur, c'est super flippant parce que tu as plein d'incertitudes, tu dois compter que sur toi. Tout ça, c'est ce qui fait très peur à ceux qui ont un attachement anxieux, qui est exactement l'inverse des évitants. Donc, les anxieux, ils vont être rarement dans l'entrepreneuriat. Et à l'inverse, les personnes qui se sont construites sur un mode un peu évitant, eux, ils ont appris plutôt à compter que sur eux. Hein, et ne pas trop compter sur les autres, en tout cas sur ce qui est de l'ordre des émotions et puis de la vulnérabilité. Et avoir sa propre boîte, ne pas avoir de patron, ne dépendre que de nous et de notre propre travail, ça, pour quelqu'un qui est évitant, c'est plutôt rassurant parce que je ne suis pas dépendante de quelqu'un. Je dépends quelque part que de moi. Donc, je suis plus au contrôle. Au moins, si je bosse, même si je bosse énormément, ça va finir par payer et puis quelque part, ça va fonctionner en fait. Et puis, il y a aussi, tu as raison de dire que l'entrepreneuriat, par définition, c'est quand même beaucoup de boulot. Hein, c'est sûr, moi je suis aussi à mon compte, on compte pas ses heures quand on a sa boîte. Hein, surtout les premières années, mais même des années après, en général, voilà, c'est du boulot, c'est du taf. Et être en mode hyperactif, c'est-à-dire de travailler beaucoup, c'est aussi une manière de s'éloigner de ses émotions. C'est très simple, hein. Si je passe ma journée à bosser, à être sur mon ordi, dans mon agenda, pas forcément tout seul dans mon bureau, hein, ça peut être toute la journée à courir à droite à gauche, de rendez-vous, en réunion, mais si je suis sur un mode comme ça, hyperactif, où j'enchaîne tout le temps, eh bien, où sont les moments où je me pose, où je fais un petit peu un travail introspectif de dire, OK, comment je me sens en ce moment? Est-ce que je suis fatiguée? Par exemple, on peut même pas sentir qu'on est fatigué quand on est dans un mode comme ça. Et à un moment, s'effondrer, hein. C'est quand même la définition de l'épuisement et du burn-out, hein, c'est ça, hein. C'est des gens, en général, ils n'ont pas vu venir le truc, puis un matin, ils se réveillent plus, hein. Enfin, ils se réveillent plus. Ils se réveillent, mais dans un état mal, et ça peut être d'ailleurs une authentique dépression. Donc, le fait de surtravailler, c'est un mode de protection parfois, et je trouve quand même assez souvent, hein, qui en plus est valorisé par la société, donc ça n'aide en rien. Hein, il faut bosser, Exactement. t'as rien sans rien. Il suffit de traverser la rue, hein, comme disait Macron, et d'aller chercher du boulot. Ok, d'accord. En gros, faut se relever les manches et il faut y aller, et puis tout va bien se passer. Bon, la réalité est bien plus complexe, évidemment, mais n'empêche que cette manière de fonctionner qui est très Europe occidentale, hein, enfin les États-Unis c'est pas mieux, mais en tout cas de notre monde là
capitaliste, matérialiste. Ça engramme encore plus ce fonctionnement des évitants de je bosse, je gère. Je gère quoi? Ma boîte peut-être, mais je gère aussi mes émotions. Parce que si j'ai pas 15 minutes pour me poser, je fais l'économie de l'introspection et je fais l'économie de l'émotion. Sauf qu'en fait, c'est quand même assez dangereux au bout d'un moment parce qu'il y a le risque d'aller droit dans le mur, de perdre par exemple des relations qui comptent, très simple, si on bosse trop, quand est-ce qu'on voit ce qu'on aime? Les autres peuvent aussi à un moment être patients, mais il y a des limites. Et puis je peux me cramer moi-même, c'est-à-dire que je ne pas sentir les signaux de mon corps de fatigue, voilà, d'épuisement de manière générale, et puis à un moment me retrouver en mode off parce que j'étais trop à fond, quoi. Donc ça, c'est important de le dire. Et je me sens très concernée, hein. Moi, je me pose comme une dingue des fois quand même, mais avec les années, je m'apaise un peu, mais j'ai encore du taf. Et je vois ma manière de faire, hein. Parfois, quand je suis un peu sur un mode hyperactif, j'arrive à m'observer et me dire, Gwen, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait là que tu cumules rendez-vous sur rendez-vous, activité sur activité, que tu es en train de fuir quoi? Et là, j'ai appris à voir ça déjà et à me poser, pas immédiatement, mais de me prendre des temps, tu vois, où je fais rien pour justement arriver à sentir ça. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs vies dans mon entrepreneuriat. Donc, j'ai démarré en tant que naturopathe et coach de vie avec une petite fille où j'étais maman solo, qui était en bas âge, etc. Donc, je jonglais avec tout ça. Et à un moment, ça fonctionnait plutôt bien pour moi. Et j'ai décidé de passer au niveau supérieur en termes de chiffre d'affaires, de choses comme ça. Donc, j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Mm-hmm. Et notamment pendant une année où je me suis lancée en coaching business et je me suis dit là, c'est parti. On voyait tellement de personnes qui parlaient des 7 figures, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, de ouais, je fais mon 100 000 et tout, 1 million d'euros, nana, machin. Qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah, Bibi, c'est pour toi aussi, quoi. Mm-hmm. Tu vois. Et je me suis dit, expérimente le fait d'y aller vraiment à fond. Et j'y suis allée vraiment à fond pendant une année, avec du coup un endroit pour bosser ailleurs que chez moi, pour rentrer vraiment qu'à 6 heures le soir, parce qu'en plus j'avais des horaires assez courts finalement par rapport à d'autres personnes qui peuvent bosser jusqu'à 22h, 23h, de bosser la nuit une fois que ma fille était couchée. Enfin voilà, j'ai vraiment fait ça pendant une année complète où j'ai fait que bosser, avec des rétro-plannings, des plannings, des machins, des optimisations, etc. etc. J'ai fait une belle année et je suis arrivée en été, j'ai fait le bilan, j'étais rincée. J'ai pas vu grandir ma fille pendant une année et surtout le bilan qui a été le plus important, c'est que en fait, j'étais pas heureuse. Et ça a été mon leitmotiv. C'est que je me suis dit, OK, c'est vrai que t'as réussi de passer de l'un à l'autre. Non seulement t'as pas perdu de chiffre d'affaires, mais au contraire, il a vraiment augmenté. Mais à quel prix? Au prix de ton bonheur et de ta vie. Et du coup, ça a été vraiment un signal d'alerte. Alors moi aussi, je peux être mal chaussée. J'ai tendance, là, j'en parlais sur les réseaux sociaux, je suis vraiment rincée. Mais voilà, je m'autorise par moments quand je sens à ralentir, à me prendre, et c'est pas suffisant, mais parfois une après-midi où je fais presque rien. Et je sens que, tu sais, quand tu disais j'en m'en rends compte, et puis parfois je le fais pas tout de suite, c'est la difficulté à décélérer. C'est-à-dire que quand tu es à fond les ballons, tu te dis, bon, allez, là je suis claquée, je vais me poser. Et ben mine de rien, tu te retrouves quand même à lancer des machines, à faire ton linge. Et j'ai vraiment cette difficulté, tu vois, à te dire, où je me pose, je me dis, tiens, je vais interviewer Gwenaëlle, bam, j'ouvre le livre, je lis, à rien faire. Parce qu'il y a toujours un truc à faire dans l'entrepreneuriat et que tu vas toujours te trouver une excuse, comme si ton temps devait être absolument optimisé parce que tu as eu cette habitude. Or, effectivement, je me rends compte que lorsque je me pose et que là, pour le coup, je vais en forêt, les émotions reviennent à moi. Là, je peux pas être devant mon ordinateur, je peux pas ouvrir un livre, je peux pas rien faire. Je m'assois et je suis au milieu de la forêt. Et là, effectivement, il y a une porte qui s'ouvre. Oui, moi je me reconnais dans ce que tu dis. Moi, c'est vrai que si je pars pas de chez moi, c'est compliqué.
Donc voilà, régulièrement, moi, voilà, il faut que je parte de chez moi et que je sois dans un autre environnement. Je crois qu'on est beaucoup à vivre ça. Parce que effectivement, décélérer, c'est très compliqué parce que il y a aussi des histoires très biologiques. Hein, c'est des histoires d'hormones, de dopamine, de sérotonine, etc. Et qui nous shootent. Hein. Tu parlais d'addiction, c'est vraiment ça. Hein, on comprend bien les addictions au tabac, à l'alcool, etc. On le voit tout de suite, c'est quelque chose d'organique. Mais l'addiction au travail, c'est aussi quelque chose d'organique. Hein. On est shooté, notamment à la dopamine, hein, au circuit de la récompense. Hein, alors surtout avec les réseaux sociaux, etc., qui sont construits là-dessus, hein, qui sont construits pour nous sécréter de la dopamine et encore plus avec les likes, les commentaires, les blablabla. Et il faut faire gaffe à ça, d'où l'importance aussi de se déconnecter. Moi, j'ai beaucoup de mal, hein, parfois, c'est vraiment compliqué. Et ce qui est de l'ordre vraiment de prendre soin de moi, c'est comme toi, de mettre de temps en temps, voilà, des rayures sur mon agenda, des journées entières et de partir. Mais il faut que je parte de chez moi. Même si parfois, enfin, je suis un peu dure avec moi-même parce que des fois, j'arrive quand même à me poser dans le canapé, ce que je pouvais pas faire il y a encore quelques années. Donc, il y a quand même des progrès, mais soyons bienveillants avec nous-mêmes, hein, ceux qui nous écoutent. C'est pas ce message. Non, mais moi aussi, j'arrive aujourd'hui. Je me rends compte que je décélère quand même beaucoup plus facilement. Et puis, je m'octroie des moments aussi. Je raye parfois des journées. Et aussi, justement, l'été, là, on s'est rencontrés dans la formation chamanique. Lorsque je pars pendant 2 semaines, et finalement, ça me fait 3 semaines de pause. Donc, j'ai vraiment 3 semaines finalement de vacances et 2 semaines juste pour moi. Je me rends compte que septembre est très lent. Je rentre, mais j'ai besoin d'un temps de réadaptation par rapport à la société. C'est là où c'est vraiment intéressant de voir comment il y a une espèce de choc où je me rends compte que la société va très 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 vite et que moi dans cette forme de lenteur, mais qui est finalement une forme, je dirais entre guillemets quasi normale, même si peut-être que je suis un petit peu lente en me jugeant. Il y a besoin d'un temps de réadaptation. Et c'est plutôt là où, finalement, septembre est mou. Et puis finalement, mine de rien, mine de crayon, j'enchaîne un projet, puis un autre, et je me remets à partir. Donc, c'est vraiment ces moments où je vais me dire, OK, là, je vais partir faire un jeûne et détox. Je m'octroie vraiment des moments de pause, mais du coup, des moments de pause... parfois, donc voilà, juste en forêt, et d'autres moments où vraiment je coupe tout et je m'en vais. Parce que je trouve en plus que, et là je m'adresse aux entrepreneurs, que on ne peut pas être inspirant si on ne s'inspire pas soi-même. Et qu'au bout d'un moment, comment peut-on être inspirant lorsqu'on est en fond de cuve et que on peut avoir c'est pas qu'on n'aura pas des idées, hein, mais c'est que oui, on sera moins inspirant pour nous-mêmes parce qu'on aura l'impression d'être dans cette fameuse roue du hamster, hein, où on est métro, boulot, dodo à tourner. Et que même si on adore notre boulot, même si on est passionné, et que même si justement on a choisi de sortir de cette roue en quittant un CDI, mine de rien, la passion est nécessaire et c'est celle qui nous porte. Pour autant... plus je navigue dans le monde invisible, plus je me rends compte de cette importance de se reconnecter au vivant, de se reconnecter à nous-mêmes, parce que finalement, prendre du temps pour aller en forêt, naviguer entre les mondes, c'est se reconnecter au grand tout et c'est se reconnecter à nous-mêmes. Se reconnecter au sacré. Hein, ça, c'est ce dont je parle beaucoup, notamment dans le dernier bouquin, sur la perte de sens, parce que selon moi, aujourd'hui, beaucoup de gens vont pas bien. Ils sont en perte de sens, c'est-à-dire qu'ils comprennent plus pourquoi le monde fonctionne comme ça, pourquoi leur vie elle est insatisfaisante à plein d'endroits, qu'est-ce qui explique qu'il y ait des accès dépressifs de plus en plus nombreux dans la population, etc. Et moi, je le mets beaucoup en lien, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, mais avec vraiment la déconnexion au sacré. Hein, et quand je dis sacré, pour moi, c'est une double dimension. Il y a une dimension qui est vraiment la terre, hein, donc le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, donc retourner le plus souvent possible à ses origines, hein, puisqu'on vient de la terre, on retournera à la terre. Ça, c'est le premier plan du sacré, et qui est fondamental. C'est pour ça qu'on est si bien quand on est en forêt, c'est pour ça qu'on est si bien quand on caresse des animaux, etc., quand on est en fait relié à notre nature profonde d'être incarné. Et puis l'autre versant du sacré, pour moi, c'est le divin.
hein. Donc c'est le monde dit de l'invisible, le monde subtil, hein, celui habité par les anges, les défunts, les étoiles, et auquel se relie l'homme depuis la nuit des temps, hein. Dans les grottes préhistoriques, on a retrouvé des peintures qui montrent que depuis la nuit des temps, l'homme a l'intuition de l'invisible, hein. Dans ce qui a été représenté, c'est très clair. Et aujourd'hui, on est dans une société qui date, c'est une dérive en fait, qui date de plusieurs décennies, hein. On parle souvent de la Seconde Guerre mondiale comme ayant fait une bascule en fait sur un modèle matérialiste acharné et de plus en plus toxique. Et je pense que c'est vrai, donc ça fait quand même pas mal de décennies où on a vraiment perdu cette connexion à ce qui est aussi en nous, hein, puisque on vient des étoiles et on revient des étoiles aussi quand on part, hein. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Et que les églises soient désertes aujourd'hui, ça serait pas un drame si on avait remplacé ça par une spiritualité habitée. Sauf que même si ça change, et notamment grâce à la crise, beaucoup de personnes ont perdu ça, en fait, et ont perdu du coup le sens. Parce qu'effectivement, quand tu vis un truc vraiment difficile, un deuil, un accident, une perte majeure, et que tu crois qu'on n'est que matière bouffée par les vers de terre quand on s'en va, c'est difficile de mettre un sens à des épreuves, hein. Pensons par exemple à des maladies graves, hein, qui te touchent toi ou un proche. Si tu n'as pas une connexion sacrée, eh bien c'est abyssal la souffrance, hein. Ça peut être d'un non-sens total. C'est quoi cette planète ? C'est quoi ces hommes qui se font tant de mal aussi, hein, ça c'est dramatique si tu peux pas à un moment prendre un peu du recul et se dire ok, il y a peut-être un sens au milieu du non-sens. Et ça, je trouve que c'est important d'en parler parce que, alors surtout en France, on est sur un modèle très laïque. Dès que tu parles un peu de choses qui sortent de la norme, on te taxe un peu de perché ou de trop flyer. Sauf que la spiritualité fait partie de l'humain depuis toujours. Et la spiritualité n'est pas la religion, à nouveau, ça, c'est bien de le rappeler aussi. Oui, et dans d'autres pays, la spiritualité fait partie du quotidien sans aucun problème et sans aucune taxation quelconque, quoi. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as écrit un autre livre qui s'appelle « Traverser la perte de sens », qui est ton dernier livre d'ailleurs, et que je trouvais très intéressant parce que je pense que effectivement, à vouloir être dans le faire, dans le fait d'être dans l'action sans arrêt. Et je trouve que finalement, ça rejoint de tes livres, oui. Il y a un vrai fil conducteur, hein. Je me coupe des autres, je me coupe de moi-même, donc je me coupe de mon sens profond, de ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Et peu à peu, finalement aussi, traverser la perte de sens, elle peut arriver aussi sur la route. Parce que finalement, elle arrive inévitablement même. On vit tous un moment une crise existentielle. Ça fait partie de l'incarnation. Et c'est positif. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une balade de santé où on va, tu vois, se reproduire, produire et regarder Netflix, hein. C'est caricature, mais quand même, on est dans une société qui promeut ce mode de vie, hein, c'est-à-dire tourner vers le boulot, avoir des gamins, se divertir. Voilà, point. Comme si l'existence, c'était ça. C'est dramatique. On est bien plus que ça. Et bosser beaucoup et avoir des signes extérieurs de richesse. Voilà, c'est ça. Donc ça mène inévitablement à des crises existentielles et qui sont encore plus fortes dans nos sociétés qu'ailleurs, parce que justement, on s'est construit un modèle qui est tellement loin de notre nature profonde. Donc les crises existentielles, c'est vraiment des crises de sens qui vont toucher tout à chacun pour grandir, en fait, juste pour s'introspecter, faire le connais-toi toi-même de Socrate. Dans nos sociétés, ces crises-là, elles sont plus dramatiques parce qu'elles sont liées aussi à notre manière de vivre, hein, où il faut pas être dépressif, hein, prends 3 pilules et guéris ton truc et retourne au boulot. Sauf que non, parfois une dépression, c'est au contraire peut-être une très bonne nouvelle, parce que la manière dans laquelle je fonctionne, hein, ma manière de travailler, d'être avec les autres, eh ben c'est pas bon pour moi, c'est pas moi, hein. Moi par exemple, j'ai changé de boulot, j'ai fait du marketing avant. Bon, j'ai pas fait une dépression pour sortir de mon boulot parce que j'ai senti assez rapidement que le marketing, c'était pas ma voie, hein. J'en parle dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, Audrey. Tout à fait. Donc, j'ai fait l'économie peut-être d'une dépression, mais par contre, j'ai pas fait l'économie de troubles anxieux, de moments où j'avais des troubles du comportement alimentaire,
où j'étais dans des relations chaotiques, etc. Et ça a été des crises plus ou moins latentes, qui m'ont permis à un moment de me questionner, d'aller voir un psy, de faire en fait un cheminement pour découvrir peu à peu, parce que c'est jamais fini, c'est jusqu'à la fin de sa vie, qui on est et de le devenir. C'est la fameuse phrase de Carl Jung que j'adore qui dit « Deviens qui tu es depuis toujours ». J'adore cette phrase parce qu'elle dit déjà voilà, deviens qui tu es. Pars à la connaissance de ton toi profond, de ce qu'on appelle le soi, en fait, dans le langage jungien, et manifeste-le. Et tu vas enfin trouver en fait du sens, puisque depuis toujours, tu es cet être. Certains sont des artistes, d'autres sont des écoutants, d'autres sont des ingénieurs de génie, d'autres sont des médiateurs incroyables, etc. On a tous un talent, en fait. Et le grand chemin de l'existence, selon moi, c'est de le découvrir. Parfois, on le découvre tôt. Il y a des gens très tôt, c'est assez rare quand même, qui ils savent que ils feront ça. Et si l'environnement est propice, ils vont l'accomplir. Mais c'est rarement le cas, en fait. On va souvent se prendre les pieds dans le tapis, être conformiste, faire un peu ce qu'on attend de nous, et puis faire une grosse crise de milieu de vie, et par exemple se reconvertir dans autre chose. Et c'est magnifique. Et si ça passe par des crises, que ce soit de la dépression, de l'anxiété ou autre, eh bien voyons-le comme des tremplins. Comme l'univers qui nous dit « tu n'es pas au bon endroit, donc du coup je vais t'envoyer une bonne épreuve, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Et c'est là où on est dans une position de responsabilité, de faire quelque chose des crises que l'univers nous envoie. Je partage complètement ton point de vue. Lorsque j'étais à Paris, donc en CDI, j'ai fait 7 ans de crise d'angoisse pour des raisons personnelles, où je m'enfermais dans une vie de couple qui ne m'allait absolument pas. Et je pense aussi pour des raisons professionnelles. Bref, c'était un cumul de tout, où j'étais en train de m'enfermer dans une boîte que je voulais, de façon cartésienne. Je cochais enfin toutes les cases que je voulais, et qui clairement n'étaient pas pour moi. Je dis pas que les 7 ans ont été un parcours très plaisant, loin de là, surtout que vraiment j'étais assez fermée, ne serait-ce qu'à la psychologie. Alors le monde invisible, j'en parle même pas. L'énergétique, etc., c'était loin, très loin de moi. Moi, ma phrase, c'était Saint Thomas, je crois que ce que je vois, donc autant dire qu'il y avait un peu de boulot. Et mine de rien, ça m'a poussée finalement à aller à la rencontre de moi-même. J'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir sur ce fameux canapé. Au début, le bout de mes fesses prêt à bondir, et de finalement m'allonger et de commencer ce boulot. Et je les remercie. Je me suis toujours accrochée à l'idée qu'un jour je les remercierai, parce que elles m'ont ouvert la porte de ce nouveau chemin. Elles m'ont ouvert la porte de toutes les audaces, parce que quand j'étais enfin libérée de ces crises d'angoisse, j'ai eu tous les courages de tout quitter et de partir. Et sur ce chemin, j'ai rencontré des thérapeutes, des énergéticiens, des personnes qui pratiquaient le chamanisme, plein de choses. Enfin, une personne qui pratiquait tout ça, et vraiment, je comprenais rien à l'époque. Et donc, ça a semé des petites graines. Et ces petites graines ont fait que, au départ, j'ai ouvert la porte de la naturopathie, qui était déjà un grand tremplin pour prendre soin de moi à tous les niveaux. Et de fil en aiguille, la curiosité a toujours emmené vers de nouvelles portes. Et donc, effectivement, c'est une vraie responsabilité à un moment de se dire « qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que ça m'envoie comme signe ?» Et le fait d'être connecté à l'univers, de croire aujourd'hui que mes guides sont présents, m'accompagnent, que mes ancêtres aussi, certains de mes ancêtres m'accompagnent au quotidien, et d'être capable de naviguer dans le monde invisible, fait qu'aujourd'hui, j'ai la foi. Et la foi, ça change tout. Que même si une situation aujourd'hui, là, à cet instant T, semble bouchée, compromise ou lourde, j'ai une foi absolue que ça va aller pour moi, que je sais que mes guides sont toujours à mes côtés, et que en faisant ce que j'ai à faire au maximum et en lâchant prise sur mes attentes, alors je peux être ouverte aux synchronicités, alors je peux voir. Et c'est honnêtement l'histoire de ma vie, j'espère l'histoire de bon nombre de personnes, c'est que à partir du moment où on est persuadé que l'univers ne nous lâchera jamais, alors il y a toujours une porte quelque part qui s'ouvre, et ce qui s'est passé peut nous servir à une magnifique transformation. Je dis pas que les épreuves sont pas traumatisantes, qu'elles resteront pas à jamais gravées. Je dis qu'il y a peut-être une possibilité d'en faire quelque chose d'absolument fabuleux pour nous-mêmes, et aussi parfois pour les autres. C'est ça. L'important, c'est pas ce
ce qui nous est arrivé ou ce qu'on nous a fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on nous a fait. Hein. Et puis moi, je partage aussi cette vision du monde que nous sommes aidés à partir du moment où on se met sur le chemin. C'est la fameuse phrase bien connue du « aide-toi, le ciel t'aidera et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais cette phrase, elle est très claire. Ça commence par « aide-toi hein ». Donc, va falloir à un moment être en responsabilité de ce qu'on a vécu. Alors, c'est pas vrai pour un enfant ou un ado. Mais une fois qu'on est adulte, c'est OK. J'ai vécu tout ça. Soit je continue à m'en plaindre et à me dire que le monde est tellement terrible et que j'ai rien à faire sur cette planète, ou je le vois comme ce qu'on appelle la fonction de la crise, c'est-à-dire à quoi ça sert en fait d'avoir vécu tout ça. Si j'en faisais quelque chose, si j'allais le sublimer, hein, la sublimation, c'est une fonction bien connue en psychologie, c'est qu'est-ce que je fais de la douleur hein. Soit j'en fais juste encore plus de la douleur, et tu peux faire de la douleur sur de la douleur, ça devient de la souffrance, ou à un moment tu le sublimes, tu en fais quelque chose. C'est typiquement ce que vont faire les artistes. Hein. Mais c'est ce qu'on peut faire tout à chacun, et les auto-entrepreneurs par exemple. Hein, moi qui suis maintenant dans la relation d'aide, après avoir travaillé dans le marketing, eh ben, c'est comment j'ai pu sublimer ce que j'avais pu vivre dans mon enfance et mon adolescence pour en faire quelque chose au service des autres. Donc c'est utile, hein, et on a tous besoin d'être utile, c'est aussi un besoin en nous. Et puis ça donne du sens. Et ça me rend beaucoup plus dans des moments de joie, de bonheur en fait, d'être là où je dois être. Il y a aussi une phrase dans L'Alchimiste. Je crois que c'est lorsque tu es sur ton chemin, l'univers conspire à ta réussite. Ça, c'est très joli aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Tu parlais également, tu abordes dans ce livre le fait que du coup, on est une société qui montre pas ses émotions et que du coup, le chemin coupé des autres, coupé de soi, c'est justement de se réconcilier avec ses émotions. Et tu donnes pas mal de pistes, d'oser exprimer ses ressentis, d'oser regarder son passé, de revenir à son corps. Et c'est là où moi, je t'avais parlé du fait qu'avec ces crises d'angoisse, du coup, j'avais fait une psychanalyse de 7 ans et que j'étais partie en allant beaucoup mieux et quand même encore avec des crises d'angoisse. Et que sur ce chemin, j'ai rencontré une thérapeute qui était énergéticienne, qui avait de la naturopathie, qui pratiquait une forme de chamanisme, en tout cas, même si je lui ai jamais posé la question, qui parlait à des gens qui n'étaient pas dans la pièce. Et que au départ, je lui ai dit, grâce à elle, en 3 séances, je n'ai plus jamais eu de crise d'angoisse, mais je me souviens très bien qu'elle m'a dit, OK, dans le cerveau, dans ton esprit, c'est au clair. Le boulot est fait. Maintenant, il s'agit de l'intégrer dans le corps. Et ça a été ma première expérience, parce que je trouve aussi on est une société où on dissocie le corps et l'esprit, de vraiment comprendre, parce que je l'ai vécu depuis l'intérieur, à quel point j'avais eu beau travailler sur mes pensées. Oui, ça m'avait fait du bien. Ça a permis qu'en 3 séances, la thérapeute d'après puisse vraiment tout intégrer. Mais à quel point j'avais pas mesuré l'importance de toutes ces émotions qui étaient encore stockées dans mon organisme. Et à quel point, du coup, pour guérir, j'avais besoin de faire... finalement, de relier le corps et l'esprit. Oui, la guérison est toujours à plusieurs niveaux. Et vu qu'on est dans une société plutôt mentale, le premier niveau pour la plupart d'entre nous, c'est un niveau mental. On a besoin de comprendre. C'est comme ça. Il n'y a pas à nous juger, c'est notre manière de fonctionner et ça a aussi des avantages. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a que le marché du livre quand même se porte pas si mal parce qu'il y a plein de gens qui veulent comprendre, qui veulent lire. C'est pour ça aussi que les podcasts fonctionnent bien parce que les gens, pareil, ils veulent d'un point de vue de leur cerveau, hein, donc vraiment la fonction du mental, essayer de mieux se connaître. Ça, c'est un niveau important. Et en Occident, on passe par là dans 99% des cas. Mais si on en reste là, eh bien, c'est que partiel, la guérison. Parce que nous sommes un cerveau, mais on est surtout un cerveau dans un corps. Et on est surtout un corps qui vibre, qui parfois est heureux, mais qui parfois est triste, qui est en colère, qui parfois est angoissé, qui est traversé par plein de choses. Hein. Plein de vibrations, on pourrait dire aussi, parce que nous sommes des êtres vibratoires. Donc, on a des sensations, on a des émotions. Et avoir compris, eh bien, parfois peut être vraiment insuffisant parce que la douleur qu'il y a derrière, la souffrance, c'est pas les mots qui vont finir de la guérir.
c'est vraiment souvent d'aller retraverser quelque chose qui était difficile dans le passé, avoir le courage, hein, le courage vient du mot cœur, donc c'est comment on se reconnecte aussi à notre pulsion vivante du cœur pour aller voir ce qu'on a pu vivre dans le passé, par exemple un accident, un viol ou je ne sais quoi, le recontacter, et c'est là où il faut être sécurisé, il faut le faire avec quelqu'un, et en le recontactant, en le retraversant, en fait, ça s'apaise. Parce que c'était quelque chose qui était figé dans notre corps, un peu comme une capsule, si vous voulez, d'émotions brutes, hein, et qui, même si c'était à 20 ans, ça reste là. Et quand on va le recontacter à nouveau dans un cadre et avec des personnes bienveillantes, eh bien, ça va diminuer la charge émotionnelle. C'est tout le travail du psychotraumatisme aujourd'hui, tel qu'on le voit en psychologie et qui fonctionne. Et après, là, il y a un vrai apaisement, parce que c'est l'apaisement du corps. Dans d'autres sociétés, ils n'ont pas besoin de notre première étape du mental. Dans les sociétés plus traditionnelles, ils sont moins encombrés de la fonction mentale. Et c'est pour ça que dans plein de pays du monde, il y a des guérisseurs, des chamans, des gens qui travaillent sur vraiment l'émotionnel et l'énergétique, sans forcément mettre de mots. Très rarement, d'ailleurs. Un chaman, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui soigne en voyageant sur les différents mondes, qui sent les capsules traumatiques non digérées de la personne et qui fait en sorte que ça s'apaise. Et ils vont pas te raconter après à la manière d'un psychanalyste. Alors, si aujourd'hui c'est parce que hier, si machin c'est parce que papa, maman, je ne sais quoi. Ça, c'est un truc dont nous on a besoin. Et à nouveau, je ne juge pas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais l'essentiel n'est pas là. Et ça, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent dire je suis allée en psychothérapie, j'ai fait une psychanalyse, j'ai vu un thérapeute et je vais pas mieux. Oui, peut-être vous allez mieux quand même à un certain endroit parce que vous êtes peut-être moins impulsif, parce que vous avez compris des choses, mais le mieux, effectivement, n'est pas encore atteint parce qu'à un moment, il va falloir aller dans les tripes, quoi. Il va falloir aller dans des thérapies plus régressives et aujourd'hui, on en a où on va vraiment dans l'émotionnel. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, aujourd'hui, j'accompagne des gens et je voyage entre les mondes. Et je remonte des informations que je vois, je les remonte et je donne l'information telle que. Parfois, on me demande, tiens, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je sais pas ce que c'est. Je donne vraiment l'information telle que. Et la personne comprend ce que c'est, pourquoi c'est là, etc. Et c'était en récupération d'âme. Et donc, moi, j'ai l'info de ce que cette âme, elle a vraiment besoin, ce dont elle a vraiment envie. Mais après, j'ai pas le truc autour, en fait. J'ai pas le truc autour. Et c'est vrai que ça me demande après de revenir, de sortir de tout ça pour écouter et accompagner l'autre. Et moi, en plus, je suis pas thérapeute. Donc, c'est là ma grosse différence. Et cette personne, du coup, est aussi accompagnée par une thérapeute et j'en suis ravie. Parce que pour le coup, effectivement, c'est brut de décoffrage. C'est-à-dire qu'il y a une vision, les besoins, et c'est l'info. Et j'ai pas quand il y a toute l'histoire. Ouais, quand il y a un travail qui est comme ça double, d'équipe, entre quelqu'un qui est plus dans le corps, sur les mondes subtils comme toi, et puis quelqu'un qui aura plus un profil classique, de thérapeute, psy ou autre, c'est super. Parce que ça déjà, ça fait le travail de fond, qui pour moi est avant tout corporel. Et ça amène aussi du cognitif, de la compréhension. Et on a aussi besoin de ça. Ça va même plus loin quand on se connaît de mieux en mieux et qu'on peut mettre des mots sur ce qu'on vit. Par exemple, le mot dissociation, par exemple, c'est important de le connaître, de comprendre ce que ça veut dire. Mais si je vivais en Amérique du Sud, j'aurais pas besoin de ça parce que j'aurais d'autres manières d'appréhender mes émotions. Sauf que ici en Europe, on fonctionne dans notre société ainsi et il faut fonctionner aussi avec la manière dont on est, quoi. Et la compréhension, le cognitif fait partie de notre chemin à nous. Et donc, effectivement, quand tu as les deux, c'est super. C'est là où j'ai vraiment compris parce qu'effectivement, alors bon, la personne me laisse des messages que j'écoute et bien évidemment, je suis présente et j'encadre. Simplement, j'ai vu à quel point le cumul des deux en 2 séances l'avait absolument transformé. J'étais impressionnée en fait du résultat. Donc c'est là où je trouve que c'est assez magique. Je te remercie beaucoup pour ça parce que tu vois, je continue d'apprendre moi aussi sur ce qui se passe et pourquoi ça transforme autant les gens parce que j'étais assez impressionnée de voir comment cette info, le fait de remonter cette info et de faire ce recouvrement d'âme pour elle avait été quelque chose de complètement switchant pour elle.
Tu vois, ça m'avait vraiment impressionnée. Donc voilà. Oui, et puis ça, c'est vraiment aussi lié au nettoyage peu à peu de nos vieilles couches, hein, de douleur et de souffrance. Hein, d'où, je dis pas que tout le monde doit aller en psychothérapie, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la psychothérapie pour avancer. Il y a d'autres voies. Mais si tout le monde, en tout cas, pouvait un peu s'introspecter davantage, essayer de mieux se connaître, être dans une curiosité, hein, qui est tellement belle, qui est tellement saine aussi, eh bien, je pense que le monde irait mieux, parce qu'on pourrait peu à peu apaiser ces couches qu'on a tous en nous de douleur, parce que l'existence est quand même une aventure de douleur aussi, et ainsi être plus léger. Hein, et c'est tellement important quand on a des enfants, quand on a un chéri, hein, parce qu'on va après irradier de ça. Hein, si on commence à être plus léger, être moins dans des vieux patterns de souffrance, on va aussi rayonner autour de nous. Et ainsi, comme des petits dominos, hein, on va pouvoir faire vraiment des effets positifs, hein, de vibration de proche en proche pour vraiment que le monde globalement s'apaise au niveau de la souffrance, hein, qui est quand même assez immense évidemment, et qu'on aille vers plus, effectivement, tu dis, de joie, de liberté, parce que l'existence, c'est ça aussi, hein, c'est l'émerveillement, c'est l'enfant intérieur qu'on est toujours, hein, quel que soit son âge. Je crois aussi. Je te remercie beaucoup, Gwenaëlle. Merci à toi. Je vais mettre les liens des livres des Gwenaëlle. Moi, celui que j'ai sous les yeux, c'est Couper des autres, couper de soi. Et le deuxième, c'est Traverser la perte de sens. Merci beaucoup et à bientôt, Gwenaëlle. Merci, Audrey. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la Clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.